Bonsoir tout le monde. J'en prends cette séquence de cette émission pour vous présenter un nouveau chroniqueur qu'on va avoir une fois de temps en temps, qui va venir nous parler de politique américaine, qui va nous parler de comment ça se passe dans le monde, parce qu'il y a l'avantage des tentacules dans plusieurs continents en même temps. C'est un professeur, c'est un universitaire, c'est monsieur, on va l'appeler comme ça, le professeur Normand Cornette. Il est américain, francophile, s'il vous plaît. Donc, profitez-en parce que ça va être bien intéressant avec lui. Monsieur Cornette, comment allez-vous? Devons-nous vous appeler professeur? Professeur Normand Cornette, c'est parfait. Et merci pour cette invitation, une première pour moi sur les ondes de Radio Infocité. C'est cela. On va parler un peu qui vous êtes pour commencer. Vous êtes on sait tout de suite que vous êtes professeur parce que vous avez le titre de professeur comme un docteur, vous êtes professeur. Vous parlez français. La première chose que je vous ai dit quand vous m'avez parlé la première fois, je vous dis, vous êtes professeur, vous êtes américain, vous m'avez répété ça après ça 4 ou 5 fois. Vous êtes américain du Texas en plus de ça. C'est tout à fait ça. Disons que le français n'est pas la chose la plus évidente là-bas, non? Il faut dire, Monsieur Drolet, aux États-Unis, pouvoir parler le français, c'est un atout parce que c'est la langue romantique, c'est même la langue de l'amour, c'est la langue de la culture, la langue du savoir, la langue de la philosophie, évidemment René Descartes, le rationalisme, ainsi de suite, et ça va de soi. La langue des arts. Eh oui. Il y a parmi les arts, bien entendu, ça va partir d'une autre chronique qu'on va faire. Puis on va essayer même de vous faire une émission complète là-dessus. C'est une présentation d'art qu'on va aller essayer de faire au mois de février. Aussitôt que j'ai les confirmations avec Martin Joseph qui va venir m'aider à filmer ça. On va essayer d'aller filmer et monter une émission sur une présentation d'art, vu que les gens sont pris chez eux, ils peuvent pas aller dans les différents lieux de rassemblement ou de présentation de l'art. Et en plus de ça, ces artistes-là ont plus de vitrine. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui va leur offrir une vitrine. C'est ça l'idée, en fait. Tout à fait. Créer un espace pour les artistes parce qu'en pleine pandémie, monsieur Drolet, on a faim et soif de la beauté. Effectivement. Je sais que normalement, vous n'êtes pas au Québec parce que c'est juste la cause de la pandémie que vous êtes presque stationné obligatoire au Québec, mais ça vous brise pas trop le cœur parce que vous aimez ça parler français quand même. Mais tout à fait, c'est même la raison que j'ai pris la décision de venir à Montréal, au Québec, d'autant plus qu'à l'époque, j'avais étudié à l'Université de Californie à Berkeley, dont je suis ancien, et je suis un vieux, 70 ans, donc à la retraite, n'est-ce pas? Officiellement, retraité. Mais à l'époque, pour faire les études supérieures, surtout en histoire, parce que ma spécialité, c'est l'histoire des religions, et particulièrement les rapports entre religion, culture et politique. Or, je voulais comprendre qu'est-ce qui faisait battre le cœur du Canada français, du Québec, quand on m'a appris à Berkeley qu'il y avait des gens en Amérique du Nord qui parlaient couramment le français et toujours au XXe siècle, même à la deuxième moitié du XXe siècle, j'étais abasourdi. Mais j'ai dit, c'est pas vrai, parce que en tant qu'Américain, la première chose qu'on apprend, même à la galerie, c'est qu'il faut qu'on soit 100% américain, all American. Ce qui veut dire, on efface l'arrière-plan, le passé, les racines culturelles, les racines linguistiques, ethniques, ainsi de suite, pour devenir 100% américain. Or, là, j'ai pris la décision de faire un doctorat sur le passage du Canada français au Québec moderne. Mais pour ainsi faire, à l'époque, on est bien avant les courriels, la toile et les archives numérisées. Il fallait que je me rende à Montréal
Donc, croyez-le ou non, Monsieur Drolet, j'ai passé 10 ans dans les archives de Lynelgroux, sur la rue Bloomfield, à Outremont, parce que c'est là où il habitait. Et j'ai passé 10 ans à lire sa correspondance, ses lettres. Et je peux vous dire, Monsieur Drolet, quand vous avez une lettre et sur l'entête, c'est écrit strictement confidentiel, eh bien, vous savez que vous avez de la matière pour la thèse de doctorat. Effectivement. Est-ce que parmi les réponses que vous cherchiez, est-ce que vous en avez trouvé quelques-unes? Tout à fait, tout à fait. Et je crois que les débats de société actuellement au Québec, parce que j'ai évidemment, en tant que spécialiste en sciences des religions, là, dans la thèse doctorale sur Lynelgroux, j'ai étudié, et je suis le tout premier à le faire, à faire une thèse doctorale sur la théologie de Lynelgroux. Je rappelle à l'auditoire de Radio Infocité que Lynelgroux a d'abord fait un doctorat en théologie, ensuite un doctorat en philosophie, bien entendu, philosophie catholique et spécifiquement la philosophie néothomiste qui était très, très à la mode à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, surtout avec l'encyclique de Léon Aeterni Patris, le Père éternel, saint Thomas d'Aquin. Et donc, et par la suite, ce n'est qu'alors qu'il a 55 ans par là que Lynelgroux fait une thèse de doctorat en histoire. Or, il occupe le tout premier poste de professeur d'histoire du Canada, et ça à l'Université de Montréal. Et sa thèse doctorale qu'il a réalisée en 2 tomes, c'était l'histoire de l'enseignement français au Canada. Et il a fait toutes les provinces parce qu'il voulait comprendre un pays qui prétend être complètement bilingue, complètement biculturel. Eh bien, quelle est la réalité sur le terrain du fait français? Et c'est très, très appuyé, très bien documenté. Et d'ailleurs, il a présenté, croyez-le ou non, à la Sorbonne les résultats de ses recherches. Ça pointe pas mal qu'il a été écouté. Hein? En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que vous connaissez bien cette histoire-là. Donc, on va pouvoir s'étirer dans une autre émission sur ce sujet-là. Et pour fermer la parenthèse de savoir qui est Normand Cornet, Cornet ou Cornet, il faut que je le prononce? Cornet. En fait, c'est irlandais, comme Daniel Johnson, l'ancien premier ministre du Québec, et son fils, Daniel Johnson, fils, et Pierre Johnson. Il y a aussi d'autres choses qui ont été publiées avec votre nom. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous vous souvenez de ça, mais vous avez également fait des films, un film à l'ONF en 2009 avec Alanis Obom Sawin. Oui, mais dans un premier temps, je dois préciser, Monsieur Drolet, ce n'est pas moi qui a fait le film. C'est qu'Analis Obom Sawin, qui elle est abinakaise, donc elle est des Premières Nations, et sans exagération, il s'agit de la cinéaste des Premières Nations les plus importantes dans tout le Canada. D'ailleurs, elle jouit d'un renom international. Elle a réalisé, quand on regarde sa filmographie, mais c'est énorme, plus de 50 livres, 50 films. Eh bien, croyez-le ou non, Monsieur Drolet, elle a décidé de réaliser un documentaire long métrage sur ma philosophie dialogique de l'éducation. Et je suis la seule personne qui n'est pas des Premières Nations au sujet de laquelle elle a réalisé un documentaire long métrage.
J'allais le dire parce que j'ai fait des recherches sur elle aussi. Et ce qui était intéressant, le petit bout que je suis allé consulter dessus le documentaire, qui est assez intéressant d'ailleurs sur l'éducation et c'est pas la façon de faire qui est décrite dans le film, c'est le point de vue ici et la perspective de comment est-ce que l'éducation est vue et pourquoi. Donc, très intéressant. Puis ça pourrait faire je devrais préciser, c'est complètement l'œuvre d'Alanis Obomsawin. La première fois que je l'ai vu, lors de la première mondiale au festival Hot Docs, qui est le plus grand festival documentaire dans l'hémisphère de l'Ouest, je l'avais jamais vu, j'en connaissais même pas le titre. C'est vraiment la création d'Alanis Obomsawin. Elle a fait un beau travail, en tout cas. Ah oui, c'est une artiste à plein titre. Hein? Oui, une vraie. Donc, ça met la table à savoir qui est le professeur Normand Cornette. Mais on l'a à cette entrevue actuellement, pour l'introduire, bien sûr, mais aussi, parce qu'on veut parler de politique américaine. Tout à fait. On commence avec la politique américaine d'avant les élections. On va faire juste un petit bout là-dessus. Oui. Me raconter un peu d'où on part pour savoir où on s'en va. Tout le monde connaît ça. On le répète souvent sur Radio Infocité, cette phrase-là. Donc, on part de où? Mais rappelons que je suis spécialiste en sciences des religions. Et pourquoi est-ce que je suis tellement la politique américaine? Eh bien, le phénomène de Donald Trump, son élection et ce qu'il a fait pendant son mandat est beaucoup à cause des évangéliques blancs. Il n'aurait jamais pu devenir président des États-Unis sans les évangéliques blancs. Or, dans mon enfance, donc on est dans les années 50 aux États-Unis, on fait une séparation nette et claire entre la religion et l'État. Mais depuis les conservateurs chrétiens, pour ne pas dire qui sont évangéliques, pentecôtistes, des conservateurs catholiques, ainsi de suite, et j'emploie l'expression avec réservation tout de même, mais le fondamentalisme chrétien est revenu plus fort que jamais, de sorte que les juges à la Cour suprême qu'a nommé Donald Trump, les juges fédéraux, et seul le président des États-Unis choisit les juges fédéraux, eh bien, il en a nommé plus de 200 juges fédéraux. Et qu'a-t-il fait? C'était sa promesse électorale aux évangéliques blancs: quand je serai président, je vais nommer des jeunes conservateurs religieux. Donc, la pendule est tellement, c'est l'opposé de ce que j'ai vécu dans mon enfance, où on nous a défendu de faire des prières, de faire le signe de la croix, ou de répéter même l'anthème des États-Unis, parce qu'on voulait justement bien faire la part des choses entre la religion et l'État. Or, vous comprenez bien, Monsieur Drolet, à quel point le débat, la loi de la laïcité m'interpelle en tant qu'Américain qui a vécu les deux pôles des rapports entre État et religion. Et d'autant plus que j'ai présenté ce que j'appelle des ateliers dialogiques suite au rapport Bouchard-Taylor, auquel, je tiens à souligner à l'auditoire de Radio Infocité, et le philosophe Charles Taylor a participé avec moi, et ensuite le sociologue Gérard Bouchard a aussi participé avec moi aux ateliers dialogiques sur la suite des choses du rapport Bouchard-Taylor, évidemment, lors de la charte des valeurs proposée par l'ancien gouvernement péquiste. Eh bien là, les universités au Québec, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, Bishop's University, l'UQAM, m'ont invité à susciter un débat d'idées
sur ces questions. Et c'est mon propos. C'est même la plaque tournante de ma philosophie dialogique de l'éducation. Et voici le principe opérateur, Monsieur Drolet. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Donc, je suscite des débats d'idées sur ces enjeux de la société actuelle. Laquelle est la question? On va la trouver. Ouais. Mais surtout, il faut créer un espace, ce que j'appelle un espace pédagogique non menaçant. Vous savez, Monsieur Drolet, à quel point les étudiants ont une peur bleue de poser une question, entre guillemets, stupide. Or, du moment qu'on les met à l'aise, que ce n'est pas une ambiance menaçante, mais le pouvoir de questionner, eh bien, ça alimente la curiosité. Alors, voici l'engin de l'éducation. Questionner, curiosité, il faut favoriser ces enjeux. Eh oui, et c'est là-dessus qu'on va se lancer. Savoir, est-ce que... Mais là, vous venez de me réveiller une question qui m'intrigue. En fait, j'y avais déjà pensé parce qu'on a déjà fait une pré-entrevue. La question qui m'intrigue beaucoup, c'est: pensez-vous que la religion s'est immiscée dans nos systèmes politiques alors qu'il ne devait pas l'être? Alors, vous posez une très très bonne question. D'abord, André Moreau parlait de la condition humaine dans sa publication en 1933, La condition humaine. Peut-on séparer un être humain? On est un tout, on est un ensemble. Donc, sur le plan individuel, on peut vraiment se douter de la possibilité de faire la part des choses. En revanche, en société, pour l'État, dans le gouvernement, c'est autre chose. D'autant plus qu'on est des sociétés multiculturelles, multiethniques, des sociétés pluralistes, des sociétés d'accueil. Donc, on a des gens, des citoyens de toutes les religions. Et je crois que c'est très significatif ce qu'a dit l'ambassadeur d'Israël à l'ONU il y a quelques jours, en parlant des relations au Moyen-Orient. Il a fait valoir que l'État d'Israël, et je le cite, est le seul État juif dans le monde entier. Et en tant que spécialiste en sciences des religions, je comprends tout à fait. Mais est-ce que la raison d'être d'un État, c'est de favoriser, protéger, faire avancer une religion? Est-ce que c'est la raison d'être d'un État? Or, si on embarque dans ce discours-là, on se retrouve aux États-Unis en 2020, et pendant tout le mandat du président Donald Trump. Il ne cesse de nommer son secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui est un évangélique et qui est un vétéran des guerres américaines, mais qui part en guerre. Alors, c'était le chef de la diplomatie américaine. Donc, quand on part avec des préjugés, avec un parti pris au point de vue de la religion, dans quelle mesure peut-on être diplomate dans le cas de Mike Pompeo? Dans quelle mesure peut-on gouverner quand on favorise une religion? Et c'était la plateforme de Donald Trump, du Parti républicain, et puis il continue comme ça. Si vous regardez la façon qu'on traite actuellement les républicains qui ont osé contredire ou même Donald Trump, ou même appuyer sa destitution. Or, encore, Monsieur Drolet, comme spécialiste en sciences des religions, je me rends compte à quel point maintenant, dans la suite de Donald Trump,
il y a une orthodoxie chez les républicains et de critiquer Donald Trump, de faire l'analyse du Trumpisme et de questionner, à toute fin pratique, c'est l'hérésie. On est des hérétiques et on traite des républicains modérés qui cherchent un équilibre, parce que c'est ça quand même pour gouverner, on les traite comme hérétiques. Donc, peut-être que la religion, ça fait du bien sur le niveau personnel. Mais une fois qu'on laisse la religion prendre une place dans la gouvernance, dans l'État, c'est comme la boîte de Pandore. Là, oui, allez-y. C'est rendu presque une nouvelle religion. Oui, et donc, vous comprenez bien, en tant que Texan, il y avait quelque chose on m'enseignait, mes parents et leur entourage quand j'étais tout petit. Il y a deux choses, Normand, dont il ne faut jamais parler avec la famille et les amis. Et c'est religion et politique. Et bien, c'est juste l'ordre. Nous autres, chez nous, c'est l'inverse. C'est religion d'abord, politique après. Parce que et vous comprenez bien, Monsieur Drolet, ce qui s'est passé avec Donald Trump, c'est la synthèse de la religion et de la politique, de sorte qu'on peut parler de nationalisme chrétien. Mais n'est-ce pas un euphémisme pour le fondamentalisme chrétien? Parce que, soyons clairs, soyons lucides, Monsieur Drolet, les évangéliques blancs ne visent rien de moins que l'État et de mener le gouvernement. Ça ressemble pas mal à ce qu'on reproche aux islamismes. Il y a des dénominateurs communs, mais évidemment, là, on est il faut faire la part des choses. Il y a quand même un triage à faire. Il y a des principes opérateurs bien particuliers à chaque religion mondiale. Donc, on parle des religions abrahamistes, des religions monothéistes, d'abord le judaïsme, ensuite le christianisme, ensuite l'islam. Et il faut respecter le particularisme de chacun de ces religions. Mais en revanche, il y a des dénominateurs communs. Or, moi, mon propos en tant que spécialiste sur les rapports religion, culture et politique, c'est de voir justement que ce soit les évangéliques blancs américains, que ce soit les juifs en Israël, et particulièrement les juifs ultra-orthodoxes, on vient d'apprendre, pour les funérailles d'un grand rabbin, 20 000 Israéliens se sont présentés, beaucoup sans masque, pour souligner, et je le comprends très bien, le deuil de ce chef religieux. Mais quand la loi de Dieu prime sur la loi civile, sur la loi criminelle, donc qui prime sur l'État, sur le gouvernement, on appelle ça en philosophie l'hiérarchie des valeurs. Chez des juifs, chez des chrétiens, chez des musulmans. Et je profite de l'occasion de mentionner le gouvernement de l'Inde avec le Premier ministre Modi, M-O-D-I. Eh bien, lui, son parti, c'est le nationalisme hindou. Et ça, au détriment des grandes minorités religieuses en Inde. Je pense entre autres aux musulmans. Il y a une énorme minorité, énorme, oui, au point de vue de chiffres, mais l'Inde, c'est un pays tellement grand. Et il y a les Sikhs, il y a d'autres communautés. Donc, quand on prime la loi, entre guillemets, la loi divine sur la loi de l'État, sur le gouvernement, comme on dit au Québec, on n'est pas sorti des bois. Ok, non. Ok, non. Donc, ça fera le sujet, formellement, d'une émission plus étendue pour une autre chronique. Je garde ça dans mes cartons parce que c'est hyper intéressant quand tu fais de l'analyse des religions parce que c'est quasiment infini quand tu y vas groupe par groupe. Là. On en a plusieurs émissions faites, si ça vous intéresse,
chers auditeurs, ben, vous avez toujours les chroniques de En 60 minutes avec M. Christian Néon, qui nous en parle souvent. Mais là, vous allez voir, on va entendre une autre voix, celle de M. Cornette maintenant. Maintenant, après élection, il en se passe-tu des histoires maintenant? Là, il y a de l'action. Là. Ceux qui aiment le hockey, parce que c'est qu'au Québec, nous autres, on a deux religions que tous les Québécois se partagent, c'est le hockey puis la politique. Donc, on est servi avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, même si ça ne nous touche pas directement, mais indirectement, oui, ça nous touche. Le nouveau président américain où l'équipe Biden vient de rentrer maintenant en place et maintenant ils ne sont plus un président élu, c'est maintenant un président actif. Ça en passe des choses. Oui, d'abord, il fait face à d'énormes défis, M. Droulet. Il a hérité la pandémie qui fait rage aux États-Unis et on n'est pas sorti du bois là non plus. Hein. On est, comme on dit ici, dans des mauvais draps. C'est n'est-ce pas l'expression québécoise Eh bien, donc, parlons, on parlait tout à l'heure des juges. Dans la politique américaine, traditionnellement, le parti au pouvoir à la Maison-Blanche va perdre des sièges lors des prochaines élections mi-mandat, donc en 2022, parce que toute la Chambre des représentants doivent se présenter encore en élection, et ça à chaque 2 ans, donc ils sont constamment en mode électoral. Et donc, ce que Joe Biden veut réaliser, le temps presse. Il faut le réaliser maintenant alors qu'il a une toute mince majorité au Sénat. En fait, la vice-présidente, Kamala Harris, c'était son vote qui va décider le sort parce que c'est kiff-kiff 50-50. Et à la Chambre des représentants, ils ont perdu des plumes, les démocrates. Donc, encore une mince majorité. Au point de vue judiciaire, Donald Trump à lui seul et dans un seul mandat a rempli un quart de toute l'infrastructure judiciaire fédérale aux États-Unis. C'est grave. C'est énorme. Donc là maintenant, il faut que tous les postes vacants des juges fédéraux, il faut que Joe Biden les remplisse au plus vite. Et ils veulent faire vraiment laisser leur marque. Donc, ils demandent déjà, ils sollicitent au contraire de Donald Trump, où c'était des avocats des grandes entreprises, des avocats corporatifs, des procureurs qui allaient chasser le crime et les criminels. Enfin, là, je résume de façon très sommaire. Hein. Mais déjà, ils annoncent et ils demandent que les avocats pour les droits civiques se présentent comme juges, que les avocats et avocates qui ont défendu les minorités, qui ont défendu des gens accusés de crimes, ils demandent à des avocats de l'aile progressive, libérale, de l'avant-garde de se présenter. Actuellement, il y a à peu près 50 postes de juges fédéraux à combler de plus. Et ça, c'est très, très important. Vous savez que Donald Trump n'a fait qu'un mandat et pourtant, il a nommé 3 juges à la Cour suprême des États-Unis. Et qui plus est, il a toujours choisi des juges jeunes, conservateurs. Donc, aux États-Unis, ils peuvent rester en poste jusqu'à la mort. Donc, il a assuré un avenir conservateur dans le système judiciaire. Et les démocrates et Joe Biden s'empressent maintenant pour les postes vacants. Donc, il y a un juge libéral nommé par un démocrate qui a 82 ans, l'honorable Stephen Breyer, et ils vont le pousser presque à prendre sa retraite parce qu'ils veulent remplacer ce juge à la Cour suprême avant les élections mi-mandat. Et
entre parenthèses, lors des 2 mandats de Barack Obama, évidemment, il y avait la juge Ruth Bader Ginsburg, une sommité du droit aux États-Unis, et elle était déjà âgée, elle avait déjà des combats contre le cancer, et très poliment, Barack Obama lui avait suggéré de prendre la retraite afin d'assurer l'avenir libéral, progressif à la Cour suprême des États-Unis. Mais l'honorable Ruth Bader Ginsburg, elle gardait le cap, bon gré, mal gré, et en fin de compte, ça a coûté très cher parce qu'elle est morte peu avant la fin du mandat de Donald Trump, et les républicains, avec Mitch McConnell, chef des républicains au Sénat, ont fait nommer une jeune catholique conservatrice, Amy Coney Barrett, et elle va rester là tant, si longtemps qu'elle veut. Donc, il faut qu'ils jouent bien leurs cartes au point de vue judiciaire. Ils veulent meubler le système judiciaire en point tel que Joe Biden a nommé une commission pour refaire l'infrastructure judiciaire aux États-Unis. Wow! Donc, ça va être à suivre. Il y a un truc que vous venez d'apporter qui m'intrigue beaucoup parce que ça sonne vraiment un truc que j'avais déjà attendu ailleurs. C'est actuellement le défi de M. Biden, en plus de la pandémie, en plus de ce que vous venez de décrire sur le système de justice, du point de vue fonctionnel du gouvernement, il y a une méchante job à faire je veux pas me lancer dans l'histoire de dire que Trump c'était un mauvais président pour ces affaires-là. C'est pas ce que mon discours. Mon discours, c'est le point de vue de savoir, c'est est-ce que les décisions que l'administration précédente ont fait vont, vrai ou faux, vont causer des torts qui vont être dus à réparer pour les premières 4 ans, 5 ans, qui vont être des répercussions à vraiment long terme. Au moins une génération, sinon des générations. Et je rappelle à l'auditoire de Radio Infocité, FDR, le démocrate, président démocrate de temps de crise par excellence lors de la Grande Dépression, eh bien, il avait proposé beaucoup de programmes. Le président propose, mais la Cour suprême dispose. Or, beaucoup de programmes proposés par FDR, Franklin Delano Roosevelt, eh bien, étaient minés ou bien abolis, effacés par la Cour suprême qui, elle, avait un autre penchant. Donc, on va faire face à cela avec les programmes de Joe Biden. Et en parlant de programmes, c'est que Joe Biden, son défi n'est seulement vis-à-vis les républicains qui restent forts, mais vis-à-vis son propre parti démocrate, toute l'aile progressive, libérale, pour ne pas dire, dans le cas de Bernie Sanders, Elizabeth Warren, AOC et j'en passe, l'aile presque socio-démocrate pousse très fort sur le programme de changement climatique, sur les soins médicaux et particulièrement sur les salaires. Et là, on va entrer dans les détails très pratiques. Vous savez, c'est le gouvernement fédéral qui établit le salaire minimal aux États-Unis, pour tous les États. On ne peut jamais aller en dessous de cela. Eh bien, aux États-Unis, actuellement, c'est 7,25 $. Et c'est comme ça, Monsieur Drolet, depuis 2009. On n'a pas amélioré le salaire minimum aux États-Unis. Et parmi les 50 États, il y en a 21 États où c'est et l'État et le gouvernement fédéral, le salaire minimal est 7,25 $. Or, Joe Biden propose maintenant d'améliorer le salaire minimum
sur le niveau fédéral, que ce soit un minimum de 15 $ de l'heure. Ça peut vous sembler beaucoup, mais rappelons à l'auditoire de Radio Infocité qu'il y a des millions, pas des centaines, pas des milliers, pas des centaines de milliers, des millions d'Américains qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté aux États-Unis. Donc, l'aile progressive pousse et Bernie Sanders dit il faut que ça devienne en dedans de 5 ans qu'on atteint cet objectif de 15 $ salaire minimum aux États-Unis. Mais on est en pandémie. Depuis 11 mois, on a perdu 10 millions d'emplois aux États-Unis, M. Drolet. De plus, on indique pour les PME, et ils sont myriades, ils sont multiples aux États-Unis, si on hausse le salaire minimum, eh bien, eux vont faire faillite, surtout parce qu'on est en crise covidienne. Donc, la Chambre de commerce américaine, le chef dit, si vous allez hausser ces salaires-là, c'est un décret de mort pour bien des PME aux États-Unis. Donc, il y a cette corde raide, d'abord, d'un côté, les républicains, de l'autre côté, l'aile presque socio-démocrate dans son propre parti. Donc, il faut qu'il trouve un équilibre. Et ce matin même, 10 sénateurs républicains, les modérés, comme Mitt Romney, qui est l'ancien candidat républicain à la présidence, et qui est mormon, et qui a critiqué Donald Trump, ainsi que la sénatrice de l'Alaska, Lisa Murkowski, ou encore la sénatrice républicaine du Maine, Susan Collins. Ils sont 10 qui disent il faut qu'on trouve un équilibre, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que Joe Biden, il veut, tenez-vous bien, il veut 1,9 milliard de dollars américains pour cette crise pandémique. Or, ce matin, les 10 sénateurs républicains lui ont plutôt proposé 600 milliards de dollars. Il dit, si vous êtes sincère, si vous êtes honnête, vous dites que vous voulez travailler avec nous, vous voulez qu'on gouverne ensemble, vous voulez qu'on dépasse ce parti pris qui a marqué les années précédentes, eh bien, on vous invite à nous écouter. Et là, il y a une pression énorme de la part du corporate America, les grandes entreprises américaines. Dans quelle mesure peut-on justifier 1,9 milliard de dollars en secours économique sans tomber dans la faillite, sans vendre l'avenir des États-Unis? Ben, je vais vous répondre d'une façon facile. Peut-être que vous ne serez pas d'accord sur cette réponse-là. Il y a des gens qui vont vous dire c'est le fameux, ce qu'on a appelé le Great Reset, le grande remise à zéro. C'est peut-être ça la réponse. Ou l'autre réponse, c'est le seul truc un discours que j'avais entendu de Donald Trump, qui était qui avait été, je sais même pas s'il l'a oublié quand il l'a fait, OK, depuis qu'il l'a fait, là, mais au moment où il l'a fait, le discours avait été tiré d'un autre discours qui a été fait par M. Buffett. Warren Buffett. C'est ça, qui disait que les 1% ne sont pas suffisamment taxés, puis que le gouvernement américain se devait de réglementer le taux de profit que ces dirigeants-là obtenaient de leurs entreprises. C'est-à-dire, ne devraient jamais dépasser un pourcentage, un chiffre précis de leur employé le plus bas. Exemple, si moi je suis directeur d'entreprise, mon employé qui gagne 1 $ de l'heure, moi, je n'ai pas le droit de faire plus que 10 $. Actuellement, on se retrouve avec des entreprises aux États-Unis, puis pas une,
plusieurs entreprises aux États-Unis, ou est-ce que le gars qui est en haut va faire 10 000 fois le 1 de son entreprise, de son employé le plus bas? C'est inimaginable et ça ne marche pas dans un système. Ça, on appelle ça de la surexploitation. Oui. Mais soyons réalistes ici au Canada. Le 1er janvier 2021, avant que l'heure de midi sonne, tous les PDG des grandes entreprises canadiennes avaient déjà gagné le salaire annuel moyen des citoyens du Canada. C'est grave, ça. Donc, et soyons aussi lucides vis-à-vis de Joe Biden. Pourquoi est-ce que c'est lui et non pas Bernie Sanders? Pourquoi Joe Biden et non pas Elizabeth Warren, une sommité, l'ancien professeur à la faculté de droit de Harvard University, l'université Harvard? C'est une sommité dans son domaine. Pourquoi pas ces gens-là? Eh bien, Joe Biden, c'est le candidat de Corporate America, version démocrate. Il fait partie autant de l'établissement que faisait la famille Bush, que faisait la famille Clinton. Donc, on est toujours dans l'établissement. Donc, le défi pour Joe Biden, il peut aller combien loin sans offenser l'établissement? Parce que lui relève et dépend des dons de Corporate America autant qu'un candidat républicain. Et voilà. Et puis, sans compter tous les scandales qu'on prétend qu'il y a sur ses financements et ses agissements financiers, mais qu'il n'y a pas de preuves. C'est tout des oui-dire jusqu'à présent. Et je rappelle à l'auditoire de Radio Infocité, Joe Biden a failli ne pas devenir le candidat jusqu'aux primaires dans Caroline du Sud, où le chef du caucus afro-américain a appuyé sans embâche Joe Biden. Il était à un cheveu de perdre la course aux primaires. Pourquoi l'a-t-on choisi, M. Drolet? C'était le candidat du compromis. Parmi les pires, qui était le moins pire? C'est ça. C'est le principe de base. Eh bien, c'est cela. On va, bien entendu, vous rappeler sur une autre chronique, puis ça va nous faire plaisir de vous rejaser, M. Cornette, en espérant que les auditeurs de Radio Infocité, si vous avez des commentaires, je le répète, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va me faire plaisir de les transmettre à M. Cornette. Puis, fortement que ça va lui faire plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Volontiers. Et au début de cette entrevue, M. Drolet, vous avez parlé de l'exposition collective dont je suis commissaire. Eh bien, j'invite l'auditoire de Radio Infocité. Ça se passe au Salon des Indépendants, 99 Chabanel-Ouest, l'espace 2015, du 14 au 28 février. 7 artistes et vraiment, vous aurez l'embarras du choix. Bonne sortie et à la prochaine. Merci, M. Cornette. Merci à vous, M. Drolet.